Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de 5 théories cinématographiques que j'ai choisies spécifiquement tirées de films de genre. Films de genre, en gros, ça veut dire fantastique, thriller, horreur et science-fiction. Chaque théorie sera traitée selon le film, je parlerai des preuves liées à la théorie et je donnerai aussi le contrepoint, histoire de voir un petit peu les deux côtés, et je finirai sur un indice de crédibilité de 0% à 100%, 100% étant une théorie totalement validée, mais il n'y en a pas, parce que bien évidemment, si on arrive à 100%, c'est plus une théorie. Vous êtes prêts? Allons-y. L'idée est que nous n'avons pas affaire à des aliens dans le film, comme on pourrait le croire, mais à des démons. Oui, je sais, ça peut faire sourire sur le principe, mais l'idée n'est pas dénuée de sens. Les deux seuls arguments que nous avons en faveur de la théorie des aliens, c'est les crop circles et les sortes d'ovnis qu'on peut voir dans le ciel. Le fait par exemple que ces dessins dans les champs sont principalement visibles de haut, mais rien ne nous oblige à y croire. Ça, c'est histoire de mettre la théorie de base de côté. Tout tourne autour de son héros, un ancien révérend, ayant perdu la foi suite à la mort de sa femme. En se plaçant dans l'optique de la religion, les démons sont plus crédibles que les aliens à l'échelle du film. D'autant que ça soulage deux éléments scénaristiques un peu faiblards. Le fameux message cryptique de l'épouse au héros serait donc un avertissement divin. Oui, je sais ce que sous-entend déjà le metteur en scène dans le film, mais si ce sont des démons, ce message est plus appuyé. Et enfin, pourquoi les aliens envahiraient une planète composée à 70-80% d'eau si c'est leur kryptonite? Eh bien, si on considère que ce sont des démons, ce n'est pas juste l'eau qui les brûle. Plus tôt dans le film, on a toujours la gamine qui veut toujours plus de verre d'eau, reprochant qu'elle soit toujours contaminée ou pas assez bonne pour elle. Qui lui en rapporte constamment? Son père, le révérend. Je sais que sur le papier, ça n'en fait pas pour autant automatiquement de l'eau bénite, mais on a le droit de se poser la question au regard de l'impact que cela a sur les démons, ou aliens, c'est comme vous voulez. Si on part du principe que le simple fait que le révérend amène de l'eau la transforme en eau bénite, on aurait à ce moment-là des démons touchés par de l'eau bénite. La télévision, radio parle d'attaques multiples et de vaisseaux spatiaux, qui ont même un bouclier invisible. C'est sûr que ça sonne pas trop démon. Et je vous parle même pas de la communication captée via babyphone, je vois mal les démons communiquer par talkie-walkie ou équivalent, on est d'accord. Au bout du compte, cette théorie est plus intéressante si elle est vue de manière métaphorique. Le révérend faisant face à ses démons intérieurs, sous forme d'aliens, suite à la perte de sa foi. Ce qui expliquerait aussi à la fin du film comment, au travers du fait qu'il retrouve un peu sa foi quand il essaye de sauver son fils qui a une crise d'asthme, le fait que les démons, les aliens, s'en vont. Si on part du principe qu'il représente tous ses péchés ou tous ses doutes, il n'en reste qu'un à la fin qui est convaincu finalement par le souvenir du message cryptique de sa femme qui avait en fait une incidence dans le réel. Macready donne un cocktail Molotov à Childs, prouvant ainsi qu'il est la chose. En se basant uniquement sur le fait que la chose ne connaîtrait pas vraiment les goûts et ne saurait pas faire la différence entre whisky et kérosène, ce qui expliquerait aussi le sourire à la fin de Macready. C'est une théorie qu'on n'arrête pas de me ressortir depuis ma vidéo explicative sur la fin de The Thing. Je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui. On m'a beaucoup reproché de ne pas l'avoir prise en compte, mais j'ai une bonne raison pour ça. Il n'y a absolument rien qui la prouve. Quand je parlais dans ma vidéo du fait que Child ne respire pas normalement, j'avais des preuves avec, à l'image, la buée et compagnie, ou encore la petite lumière dans les yeux comme en parle le directeur photo. Ici, cette théorie, bien que très belle au demeurant, n'a aucune preuve. La seule chose qui pourrait attester de la véracité de cette thèse serait de pouvoir prouver que Macready se dirige lors du combat final avec un cocktail Molotov à la main ou quelque part sur lui. Et quand on voit les images, eh bien, oui, il a 2 cocktails Molotov. Alors du coup, je suis prêt à fermer ma gueule. Seulement, attendez, regardez, donc il la pose, il en a 2, et hop, non, la chose les détruit. Donc il n'a plus de cocktail Molotov à ce moment-là. Dans l'épilogue, nous le voyons avancer avec sa bouteille à la main, titubant, sous-entendant qu'il a probablement bu. On le voit même prêt à boire quand Childs arrive. Si c'était du kérosène, il serait probablement pas en train de le boire puisqu'il ne s'attend pas à voir Childs à ce moment-là. Certes, il sourit à la fin, mais c'est plutôt dans l'optique, on s'en balance, de toute façon on va crever tous les deux. Même si pour la chose, c'est plutôt synonyme d'hibernation et donc sur le long terme de fin du monde pour nous. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, Le héros de la série Halloween serait un personnage secondaire du film Psychose d'Alfred Hitchcock.
Dans le film d'Alfred Hitchcock, l'héroïne Marion Crane est assassinée sous la douche par Norman Bates. Suite à cela, l'amant de la jeune femme et sa sœur viennent à sa recherche et tombent sur le Bates Motel. Le nom du jeune homme, Sam Loomis. Moins de 20 ans plus tard, un docteur en psychiatrie se lance à la poursuite de son plus dangereux patient, Michael Myers, le tueur d'Halloween. Le docteur en question, Sam Loomis. Ce qui partait comme un simple hommage au film de Alfred Hitchcock pourrait sonner comme étant en fait la suite cachée de Psychose. Psychose qui a pourtant déjà eu un 2, un 3, un 4. Pourtant on connaît déjà l'hommage direct au film au regard du casting de Laurie Strode, c'est-à-dire Jamie Lee Curtis, la fille de Janet Leigh, alias Marion Crane dans Psychose. La théorie serait donc que ces deux Loomis seraient la même personne. On ne sait pas ce que fait le Loomis de Psychose. Alors il pourrait très bien déjà étudier la psychologie, et si c'est pas le cas, on pourrait aussi logiquement déduire que les événements traumatisants du film l'auraient amené à s'y intéresser. Chronologiquement ensuite, le timing fonctionnerait entre les deux films si on se basait sur leur date de sortie. En accordant le fait que le Sam Loomis de Psychose ait une trentaine d'années et le Dr Loomis de Halloween ait une cinquantaine, voire une soixantaine d'années, le timing est cohérent. Si on chipote vraiment au niveau du timing, il y aura à peu près 10 ans de différence entre les deux Dr Loomis. Au moment du film Halloween, le Sam Loomis de Psychose aurait 49 ans contre 59 pour Donald Pleasence. Ceci dit, les années ne sont définies que dans Halloween, pas dans Psychose. Puisqu'on se base uniquement sur l'âge des personnages qui n'est absolument pas donné dans les deux films, rien n'est assez fort pour discréditer cette thèse qui pourrait franchement être la vérité, si on le décide en fait. Le maire de la station balnéaire d'Amity n'en serait pas sa première tentative pour couvrir les attaques de requins. Les attaques de requins qui sont quand même assez mauvaises pour le tourisme, on va pas se mentir. Notez que dans le roman original de Peter Benchley, c'est la mafia locale qui pousse le maire à garder les plages ouvertes. Le fait que le film s'ouvre sur la mort d'une jeune femme n'est peut-être pas anodin. Nous voyons cela comme la première mort de ce qui sera par la suite une série, mais qu'est-ce qui nous dit que ça ne s'est pas passé avant? La seule différence, si tel est le cas, est que nous avons un nouveau shérif en ville, le shérif Brody. Contrairement à son prédécesseur qui couvrait peut-être lui aussi les affaires, celui-ci n'entend pas de la même oreille. Justement, après la mort plus que suspicieuse de la première victime, le maire décide pourtant de garder les plages ouvertes. Pas de mafia est impliquée, mais vous reconnaîtrez bien que c'est louche. Le fait que, quand des pêcheurs ramènent un requin-tigre, le maire refuse le droit au héros de vérifier son estomac. Les deux hommes sont donc obligés de le faire en secret. Les pêcheurs seraient-ils aussi des sbires du maire travaillant avec lui au fait de couvrir l'affaire? Ça paraît hors sujet comme ça, mais quand on y réfléchit, c'est peut-être un moyen qu'ils ont de détourner l'attention. Quoi qu'il en soit, c'est louche, et comme on dit, il n'y a pas d'aileron sans requin. Non, juste des dauphins, des baleines, tu t'y connais vraiment vachement bien toi en vie marine, non? Au regard du personnage du maire et des événements du film, sans oublier ce qui se passe dans le livre, tout porte à croire que c'est la vérité. Rien ne s'y oppose en tout cas. Même si, au bout du compte, seuls les agissements du maire font acte de cette théorie malgré tout. Simplement, comme on sait que Star Wars commence toujours par « on pourrait être en droit de demander des preuves », et j'en ai. Au moins pour la partie ça se passe il y a très longtemps. Dans E.T. de Steven Spielberg, notez comme il semble reconnaître facilement Yoda. Ce qui pourrait être une blague innocente prend tout son sel dans cette scène de la menace fantôme où on peut y apercevoir le peuple de E.T. Ainsi, leur race est familière du membre le plus proéminent du Conseil des Jedi. L'autre preuve vient du premier Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Quand Indy ouvre le coffre dans le puits des âmes, on peut voir gravé derrière lui, eh oui, 6PO et R2D2. Tout porte à croire qu'ils ont ainsi été vénérés à un moment donné dans l'univers de Star Wars, pour mériter d'être sur cette gravure. Vénérés dans Star Wars, les droïdes. Attendez, bougez pas, ça me dit quelque chose. Et oui, on a ça au moins une fois dans le Retour du Jedi. Si on va alors encore plus loin, accrochez-vous, sur cette planète, là où les droïdes ont été vénérés, donc qui a donc mérité cette gravure, qu'est-ce qu'on a? Une gravité similaire à la nôtre, une végétation similaire à la nôtre. Est-ce que Andorre pourrait être la Terre? En tirant encore un petit peu sur la corde, on dit à un moment donné que Andorre se situe à côté d'un géant de gaz. Et est-ce qu'à ce moment-là, ça ne serait pas le Soleil? Oh putain, ok. Il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine. Oui, alors peut-être qu'Andorre, déjà, ça se passe très loin de là où ça se passe Star Wars, donc ça serait lointain, et les Ewoks, c'est peut-être nous dans un lointain. D'ailleurs, il y a le film des Ewoks, là où c'est des gamins qui vont sur la planète. Vas-y, ferme ta gueule, ça compte pas ça. Casse-toi. Non, vas-y, casse-toi. Voyage dans le temps aussi? Ah, je m'en fous. L'info qui sert à rien. Le saviez-vous, un autre univers très célèbre possède un lien avec Star Wars. Savez-vous comment on dit Terre du Milieu en haut elfique? Andorre. Y a rien là.
Hashtag y a rien là. Alors là non, je peux pas te laisser lier l'univers de Star Wars à l'univers du Seigneur des Anneaux. Oh mais tu vas la fermer ta gueule. Alors, en plus ta théorie c'est de la merde, je veux dire, le diamètre d'Andorre c'est genre la moitié de celui de la Terre dans ta gueule. Tu vas la fermer ta gueule. Si t'es pas content, t'as qu'à la liker cette vidéo, à la partager et à commenter si t'as d'autres idées intelligentes de théorie de film. Oh oui, plus fort. Oui, non, là, on est en train de le perdre. Oh, à mi du soir. Bonsoir.